L'origine du génotype des individus. Essayons de comprendre ensemble ce que signifie origine du génotype des individus. Vous savez que la méiose et la mitose sont deux types de division cellulaire. La méiose et la fécondation sont eux aussi deux phénomènes complémentaires. Au cours de la méiose, vous allez obtenir à partir d'une cellule mère qui sera diploïde, c'est-à-dire qui va posséder deux N chromosomes, autrement dit deux lots d'allèles, et bien vous allez obtenir des cellules qui seront haploïdes. Par exemple les gamètes, mais aussi les spores, qui vont contenir N chromosomes avec un seul lot d'allèles à chaque fois. Donc ça veut dire que on a comme une division par deux du nombre de chromosomes, en gros. Donc on passe bien d'une cellule mère diploïde à une cellule haploïde. Alors pas une seule, plusieurs cellules haploïdes. C'est à partir de la méiose, à partir d'une cellule mère, on obtient 4 cellules haploïdes. Donc la méiose, en fait, correspond à la formation des gamètes qui posséderont la moitié du lot des chromosomes par rapport à une cellule diploïde. Et la fécondation va rétablir cette diploïdie simplement parce que le gamète mâle qui est haploïde et qui contient N chromosomes et un seul lot d'allèles va féconder un ovule qui contient N chromosomes et un seul lot d'allèles, donc c'est également une cellule diploïde, haploïde, et la diploïdie va être rétablie grâce à la fécondation. Si par exemple vous avez sur un chromosome, vous avez les allèles A et B, d'une part, et d'autre part les allèles A et B sur l'autre chromosome homologue. Autrement dit, si vous avez, admettons, petit a, petit b d'une part et grand A, grand B d'autre part, eh bien, au cours de la méiose, eh bien, vous allez diviser par deux, puisque au cours de la méiose, les chromosomes homologues se séparent. Et suite à la séparation, l'anaphase 2 amène à ce que chaque gamète ait une seule chromatide. Donc, par exemple, on peut très bien avoir un gamète qui a grand A, grand B. Donc, ils sont deux allèles situés sur un même chromosome. Et l'autre gamète qui aura, par exemple, petit a, petit b. Donc, on perçoit déjà qu'il y a une certaine diversité de l'information génétique que l'on perçoit à travers ce simple exemple. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez un gamète qui contient sur un chromosome petit a, petit b, et sur un autre chromosome, bon on aurait grand A, grand B, mais imaginons que ce spermatozoïde vienne féconder un ovule qui lui est grand A, grand B, eh bien vous allez obtenir une cellule diploïde qui contiendra une paire de chromosomes homologues, l'un contenant petit a, petit b, et l'autre contenant grand A et grand B. Bon. Autrement dit, méiose et fécondation sont bien deux phénomènes qui se complètent, ils sont complémentaires. On parle également de brassage génétique au cours de la méiose. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez en fait deux types de brassage qui peuvent être intrachromosomiques et interchromosomiques. Le brassage intrachromosomique se réalise au cours de la prophase 1 et le brassage interchromosomique se réalise au cours de l'anaphase 1. Alors, prenons l'exemple pour le brassage intrachromosomique, donc qui a lieu à la prophase numéro 1.
prenons l'exemple de deux gènes liés, c'est-à-dire qui sont situés sur le même chromosome. Eh bien, s'il y a un crossing over, donc crossing over, c'est-à-dire un échange de matériel, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des gamètes qui vont pouvoir avoir, au lieu, par exemple, qu'il y ait petit a, petit b, on pourrait très bien avoir, suite au crossing over, un chromosome qui possède petit a, grand b. Et de ce fait-là, on augmente la diversité grâce à ce brassage génétique qui correspond à ces crossing over. Autrement dit, on va avoir deux combinaisons d'allèles qui seront majoritaires, qui seront les allèles parentaux, et deux combinaisons d'allèles minoritaires qui seront des allèles donc suite au crossing over, donc qui proviennent de l'échange de matériel entre deux chromatides. Bon. Concernant le brassage interchromosomique en anaphase 1, prenons l'exemple de deux gènes indépendants. Par exemple, vous avez petit a sur un chromosome et grand A sur un autre chromosome, sur le chromosome homologue. Donc vous avez petit a sur un chromosome, grand A sur l'autre. Et sur une autre paire de chromosomes, vous auriez par exemple grand B sur un chromosome, donc un autre allèle, un autre gène en fait, et petit b sur le chromosome homologue de la deuxième paire de chromosomes. Donc vous avez une première distribution possible au niveau des gamètes et 4 combinaisons d'allèles qui sont équiprobables. Donc vous avez par exemple au cours de la première distribution, par exemple vous avez un chromosome qui possède petit a et l'autre chromosome, un autre, pas homologue, mais dans une autre paire de chromosomes, on aurait un autre chromosome qui possède petit b. Et un autre gamète posséderait petit a et grand b. Et un autre gamète encore posséderait grand A et grand B, et un autre posséderait grand A et petit b. Donc on a bien 4 combinaisons d'allèles équiprobables lorsque les deux gènes sont indépendants, au cours du brassage interchromosomique correspondant à l'anaphase numéro 1. Bon, donc ça c'était simplement après avoir précisé que méiose et fécondation étaient deux phénomènes complémentaires, après avoir précisé qu'il y a deux types de brassage génétique lors de la méiose, on précise maintenant qu'il existe des méthodes d'étude de la transmission des allèles. Vous pouvez faire une analyse quantitative de la descendance au cours de croisement, et dans ce cas, les proportions des phénotypes des descendants vont vous renseigner sur la localisation des gènes. D'autre part, vous pouvez faire également une analyse généalogique et un accès direct au phénotype des individus. Ça veut dire que vous faites des tests génétiques, par exemple, puis on peut savoir qu'après l'étude de la transmission d'un caractère dans une famille, on peut avoir une identification des allèles présents avec éventuellement des modifications, des mutations qui ont pu faire que tel caractère va apparaître ou non au sein d'une génération et dans les générations suivantes. Alors, ce qu'il faut retenir, donc je vous donne globalement quelques explications. Après, je vais affiner un petit peu plus à partir d'un premier résumé, et je vais encore affiner un peu plus en détaillant, mais donc je fais l'inverse en fait de on étudie en détail, et puis on résume. Là, je résume, et de résumé en résumé, j'essaie de remonter le fil de l'information qui va vous permettre de bien comprendre quelle est l'origine, finalement, du génotype des individus. Alors, on parle de stabilité génétique et d'évolution clonale. Donc, les cellules dérivent toutes d'une cellule initiale qu'on appelle la cellule œuf. Et puis une suite de divisions cellulaires que l'on appelle des mitoses va faire qu'on va obtenir, au bout du compte, donc un organisme complet. Mais ces cellules ne sont pas forcément identiques sur le plan génétique entre elles. Il y a des variations. Donc,
toutes les cellules dérivent par mitose de la cellule œuf, mais ça ne veut pas dire que toutes ces cellules dérivant de cette cellule œuf vont posséder le même patrimoine génétique. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes que l'on appelle des mutations qui vont faire que, de fil en aiguille, eh bien, certaines cellules vont subir une mutation, d'autres non. Bon, voilà. Les choses ne sont pas simples. Au cours de ce que l'on appelle la réplication semi-conservative, l'ADN va pouvoir subir des mutations. Pourquoi? Parce que cette réplication semi-conservative, donc qui précède évidemment chaque mitose, avant qu'il y ait une division cellulaire, mitose, reproduction conforme évidemment, on devrait se retrouver avec deux cellules à partir d'une cellule initiale qui possèdent le même lot de chromosomes, identiques en quantité et en qualité. Or, il existe des mutations et la réplication n'est pas tout à fait conforme, entre guillemets. Bon, même si la répartition des chromosomes est censée être conforme, au cours de la réplication semi-conservative de l'ADN précédant chaque mitose, eh bien, il peut y avoir des mutations et on peut avoir la formation de ce que l'on appelle des sous-clones qui vont dériver de la première cellule qui sera mutée. Donc vous voyez que si une cellule, au cours des divisions cellulaires, subit une mutation, eh bien les cellules qui vont dériver de cette cellule initiale vont former un clone. Donc ça veut dire que chaque personnage, chaque personne, quel qu'il soit, ça peut être chez les plantes, chez les animaux, chez les humains, eh bien on est une mosaïque de clones dont les cellules ont accumulé au cours du temps des mutations tout au long de l'histoire génétique de la vie sur Terre, mais également tout au long de la vie de chaque organisme précis. Donc voilà, donc ça veut dire que on est censé avoir une stabilité génétique, mais finalement, il y a une évolution dans le sens où il y a certaines mutations, bénéfiques ou non, et en conséquence, une certaine évolution clonale. Ça, c'était le premier point à retenir concernant ce que l'on appelle l'origine du génotype des individus. Deuxième chose à bien mettre en avant, à bien comprendre, ce sont ces phénomènes de brassage. Brassage, ça veut dire on mélange, on fait des mélanges. Et au bout du mélange, on obtient une unicité. Bon. Donc ces brassages des génomes se réalisent à chacune des générations. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on va avoir un brassage? Eh bien, déjà, le brassage va pouvoir se réaliser au cours de la fécondation, c'est-à-dire au cours de la réunion d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Ce brassage va se réaliser au cours de la méiose également. Bon. Alors, la fécondation, elle produit évidemment une cellule qui sera diploïde, on l'appelle la cellule œuf, et dans cette cellule, il y a une réunion des génomes des deux cellules haploïdes que représentent ces gamètes. Chaque gamète apporte un seul lot de chromosomes et au final, la cellule œuf se retrouve avec deux lots de chromosomes. C'est une cellule diploïde, alors que les gamètes sont des cellules haploïdes. Chaque gène, évidemment, puisque chaque gamète apporte un lot haploïde, eh bien, chaque gène est présent sous les deux formes alléliques identiques dans la cellule œuf, ou bien différentes. Là, on parle, donc si par exemple vous prenez un allèle petit a et sur l'autre chromosome homologue l'allèle petit a, vous avez petit a dans les deux cas. Et là, on parle d'homozygosie pour le gène particulier avec ses allèles particuliers. Petit a, homozygote. Ça veut dire que les deux allèles sont identiques au sein d'une paire de chromosomes homologues. Mais quelquefois, on n'a pas les mêmes allèles. Ça veut dire qu'on peut avoir petit a et grand A. Et l'expression du gène relatif à l'allèle petit a ne donnera pas le même phénotype moléculaire, c'est-à-dire la même protéine, que l'expression de l'allèle correspondant à grand A. Donc on peut avoir un allèle qui s'exprime et l'autre non, même si l'expression de petit a peut exister mais ne pas être visible au niveau du phénotype, et même si grand A peut être à l'état homozygote aussi, on peut avoir grand A à grand A.
Ça dépend des individus. Et donc quand on a deux allèles différents pour le même gène, petit a, grand A, on parle d'hétérozygote. Pour l'allèle, donc pour le gène particulier correspondant à notre étude. Donc ça c'est pour la fécondation, on parle de rétablissement en fait de la diploïdie à partir de deux lots haploïdes correspondant à ce que contiennent les gamètes. La méiose, d'autre part, donc après la fécondation, intervient également dans le brassage génétique. La méiose, elle produit des cellules haploïdes. Alors c'est le contraire de la fécondation en fait, entre guillemets. La fécondation réunit deux gamètes, donc deux lots de chromosomes, entre guillemets. Et la méiose, c'est une cellule qui, à partir d'une cellule, c'est un mécanisme qui, à partir d'une cellule mère, va donner, ensuite à des étapes bien précises, que je ne vous en parle pas pour l'instant, mais va donner globalement, va donner des cellules haploïdes à partir de cette cellule diploïde. Et chaque cellule va recevoir au hasard un des deux allèles de chaque paire. Ça veut dire si vous avez paire de chromosomes homologues petit a, grand A, bien la méiose va séparer ces chromosomes homologues. Elle les sépare. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec une cellule avec grand A, une cellule avec petit a. Alors comme les chromatides se sont répliquées, on a grand A, donc les deux chromatides exactement identiques, et après par mitose, on aura séparation des chromatides de chaque chromosome homologue, pour donner alors une, deux, et encore deux, 3, 4 gamètes. Alors, donc chaque gamète peut recevoir, alors si l'individu au départ est homozygote, petit a, on n'a que des, si dans la cellule mère, on a petit a pour chaque chromosome, dans les deux chromosomes homologues, petit a, et on n'aura que des gamètes avec petit a. Mais si par contre on a grand A, petit a pour dans la cellule mère, eh bien on aura 50% de gamètes grand A, 50% de gamètes petit a. Donc ça veut dire que pour deux gènes hétérozygotes, il y a 4 combinaisons alléliques possibles, évidemment. Alors, donc ça veut dire que ces combinaisons sont équiprobables si les deux gènes sont indépendants. Et là, on parle de brassage interchromosomique. Et elles ne sont pas équiprobables si les gènes sont liés, c'est-à-dire situés sur le même chromosome. Et là, on parle à ce moment-là de brassage intrachromosomique qui vont pouvoir résulter du crossing over, c'est-à-dire de l'échange de matériel. Et plus le nombre de gènes, lorsque l'on parle d'hétérozygotie, est grand, et plus la méiose va générer une diversité importante de combinaisons génétiques. Voilà. Plus il y a d'allèles différents, donc plus on est dans l'état hétérozygote, et plus la diversité des gamètes sera importante. Donc, ce que je viens de vous dire, là, donc brassage des génomes à chaque génération, permet de comprendre, en partie aussi, en même temps que la stabilité génétique et l'évolution clonale par rapport à ce que je vous ai dit, les mutations et mosaïque de clones, eh bien ce brassage et cette stabilité génétique, eh bien, et l'évolution clonale contribuent à comprendre donc cette origine génétique des individus. Troisième chose qui va être important pour comprendre l'origine génétique des individus, eh bien, c'est l'analyse génétique qui va nous permettre de mieux comprendre. Donc il y a des principes que l'on appelle des principes de base concernant cette analyse. Les brassages sont liés à la méiose et à la fécondation. Méiose, on a dit, donc brassage au cours de la prophase 1 et au cours de l'anaphase 1. Et à la fécondation, c'est-à-dire au cours de la réunion des gamètes. Donc ces brassages qui sont liés à la méiose et à la fécondation, et lorsqu'on leur parle de fécondation également, sont à l'origine de la diversité des phénotypes des individus. Alors on rappelle que l'expression d'un gène, d'un allèle, en fait, vous donne toujours une protéine. Bon, cette protéine correspond à ce que l'on appelle le phénotype moléculaire.
c'est une molécule. Et la protéine, c'est bien un enchaînement d'acides aminés qui se fait de manière linéaire au cours de la traduction de l'ARN messager dans le cytoplasme, mais il y a la formation d'une structure tridimensionnelle selon les propriétés des acides aminés correspondant à cette protéine. Donc ça veut dire que, puisqu'il y a un phénotype moléculaire, les cellules vont dépendre, le fonctionnement des cellules, cellules qui sont des unités structurales et fonctionnelles dans le sens où à l'intérieur d'une cellule il y a un métabolisme, donc il y a bien, entre autres, métabolisme, formation de protéines, voilà, par expression de chaque gène. Eh bien, ça veut dire que cette cellule va dépendre du phénotype moléculaire, et le résultat, c'est que la cellule elle-même représente un phénotype, mais non pas moléculaire, mais plutôt cellulaire. Et comme les tissus sont un ensemble de cellules qui vont avoir la même fonction, les mêmes fonctions, eh bien on a à l'état supérieur à celui de la cellule, tissu, organes, etc., organisme, on a un phénotype qui sera macroscopique. Donc vous voyez que ce phénotype, donc cette diversité phénotypique des individus, elle résulte de brassages génétiques qui sont liés à la méiose et liés à la fécondation également. Et la transmission des caractères d'une génération à l'autre, évidemment, va refléter cette transmission des allèles. Parce qu'indirectement, on peut prévoir ce qui s'est passé lorsque l'on a des résultats suite à cette analyse génétique. Alors souvent, très souvent même, cette analyse génétique se base sur des études statistiques relatives à des croisements que l'on fait entre individus à partir de lignées homozygotes, c'est-à-dire à partir de lignées pures, qui ne vont différer que par quelques caractères. Donc le phénotype des hétérozygotes d'une génération, par exemple si on croise deux lignées pures homozygotes et l'autre, deux lignées pures qui sont automatiquement homozygotes. Donc homozygote pour un parent, homozygote pour l'autre parent, mais qui peut correspondre à deux gènes ou deux allèles dominants. Et les autres, par exemple, peuvent être homozygotes et récessifs. On peut avoir, par exemple, imaginons, donc là je fais le contraire, imaginons petit a, petit a, petit a, petit b, petit b, enfin grand B, grand A, pardon. Donc on a bien homozygote parce que c'est petit a, et là on a bien homozygote parce que c'est grand A. Donc c'est le même gène, mais deux allèles différents. Alors que si on était hétérozygote, on aurait une paire de chromosomes, petit a, grand A, hétérozygote. Donc là, ce que l'on fait lorsque l'on fait des croisements, eh bien, on voudrait avoir une F1, c'est-à-dire une première génération issue d'individus homozygotes. Donc on croise les homozygotes entre eux et on s'aperçoit que l'on a une génération F1 qui possède des phénotypes hétérozygotes. Vous avez compris, hein? Donc petit a, grand A. On a les gamètes grand A, les gamètes petit a, croisement, on a donc un individu F1 qui sera petit a, grand A. Et on a bien un individu hétérozygote au niveau de la F1. Et donc le phénotype des hétérozygotes de la génération F1 va permettre de déterminer la dominance ou la récessivité des allèles, sachant que petit a peut être récessif et grand A peut être dominant. Donc pour que petit a s'exprime, il faut qu'il soit à l'état double récessif, entre guillemets, petit a. Parce que si on a grand A, petit a, c'est grand A qui s'exprime et petit a peut être silencieux, entre guillemets. Et un croisement test va pouvoir révéler si les gènes étudiés sont liés ou indépendants. Croisement test, donc ça veut dire que on prend un F1, ou on croise les F1 entre eux, ça dépend. Bon, et puis on s'aperçoit que certains gènes vont être liés, ça veut dire situés sur le même chromosome, ou bien indépendants, ça veut dire situés sur des chromosomes différents.
Donc dans l'espèce humaine, l'analyse génétique se fait par une étude généalogique également, et l'observation des phénotypes d'une membre d'une famille va permettre de déterminer le mode de transmission de l'allèle, soit c'est la dominance, soit c'est la récessivité qui va prédominer. Donc on va pouvoir localiser, éventuellement sur un chromosome sexuel ou non, un gène, un allèle en fait, qui ne s'exprimera que si, par exemple, uniquement chez les garçons, si la mère porte un certain gène, un certain allèle, qui sera déficient, admettons. Bon. Pourquoi ? Parce que la femme c'est XX, l'homme c'est XY, et quelque chose qui est sur X, que l'on peut retrouver ou non sur X de l'homme, on ne le retrouve pas forcément sur Y. Et donc c'est la mère qui donnera, quelquefois, au cours des générations, eh bien l'expression ou l'origine d'une certaine mutation. Donc cette analyse permet d'évaluer le risque génétique, lorsque par exemple un couple veut avoir un enfant, puis veut avoir des conseils génétiques, eh bien on peut déterminer le risque, évaluer le risque en tout cas, lorsqu'il existe. Donc il existe des techniques de séquençage de l'ADN qui vont révéler directement le génotype d'un individu, et la bioinformatique est en voie de développement et permet de construire, d'acquérir ce que l'on appelle des bases de données génétiques pour identifier l'association de certains gènes mutés à certains phénotypes. Bon. Donc voilà, donc ça c'était pour expliquer de manière globale, afin que vous compreniez l'origine du génotype des individus. Maintenant, essayons de détailler un petit peu plus l'origine du génotype de ces individus. Alors, on parle souvent de stabilité génétique évidemment, et puis on a parlé d'évolution clonale. Ça veut dire que lorsqu'une cellule œuf se forme, par fécondation entre deux gamètes, en fait, eh bien ça veut dire que cette cellule œuf, elle a pour vocation, entre guillemets, de donner deux autres cellules. Et ça veut dire que dans cette cellule œuf, qui possède un patrimoine génétique, il faut que dans les deux cellules filles, on ait le même patrimoine génétique. Donc pour cette raison, pour qu'il y ait une stabilité génétique, il faut que, avant qu'il y ait une division cellulaire, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle une réplication du matériel génétique. Donc réplication qui est semi-conservative, et puis ensuite, une fois que cette cellule se divise en deux, elle répartit son patrimoine génétique de manière équitable. Mais il existe une évolution clonale, en fait, parce que des mutations vont se produire. Donc ça veut dire que des mutations dans le clone cellulaire vont faire en sorte que l'individu, eh bien, aura des cellules qui ont subi une mutation et dont les cellules résultantes de la division de cette cellule qui a subi une mutation, eh bien, vont donner un clone. En fait. Donc on a des cellules qui résultent de mitose à partir d'une cellule œuf initiale. C'est un processus de multiplication qui permet d'obtenir beaucoup de cellules, en théorie, comme je vous avais dit, strictement identiques. Autrement dit, on devrait avoir un clone. Tout l'organisme, en fait, devrait être un clone de cellules dérivant de la cellule œuf sans qu'il y ait de modification par mutation. Or, ce n'est jamais le cas. Donc ça veut dire que des clones se forment. Et comme la mitose est précédée, comme je vous ai dit, de cette réplication semi-conservative qui n'est pas forcément... dont la réplication n'est pas forcément toujours conforme, il y a des mutations, eh bien, ça veut dire automatiquement que des clones de cellules vont dériver de cette cellule de départ, en fait. Alors, donc cette copie n'est pas tout à fait fiable. Alors, le taux d'erreur est de à peu près... Alors, pour 10 puissance 9 nucléotides copiés, on a à peu près 1 pour 10 puissance 9. Donc, à l'origine de mutation. Et si on prend en compte la taille du génome humain,
c'est-à-dire on a à peu près 6,4 10 puissance 9 paires de nucléotides, eh bien, ça veut dire que le nombre de divisions qui a lieu au cours d'une vie humaine, qui lui-même est estimé à peu près 10 puissance 7, eh bien, tout cela va engendrer une grande diversité génétique qui va exister chez les cellules qui constituent autant de clones que de mutations qui sont restées et qui n'ont pas été réparées, en fin de compte. Donc ça veut dire que un individu, une personne, c'est bien une mosaïque de clones et de sous-clones qui sont génétiquement différents. Voilà. Imaginons au cours de la division cellulaire de la cellule œuf qu'il y a une cellule qui a subi une mutation, ou l'autre cellule qui n'a pas subi de mutation. Ça veut dire que, en conséquence, les descendants, là on aura bien un clone. Ça veut dire qu'on aura des clones tous différents les uns des autres. Donc on a bien une mosaïque de sous-clones génétiquement différents. Donc ça veut dire que il y a des variations qui sont relativement faibles et ces clones vont constituer en fait des cellules séparées. Par exemple, c'est le cas des cellules qui circulent dans les vaisseaux sanguins, donc les cellules sanguines, ou de cellules qui vont rester associées, comme par exemple des cellules formant différents tissus. Ces mutations, ces accidents génétiques qui affectent une cellule vont être conservés au cours de l'évolution de la personne, au cours des divisions cellulaires, au sein même de l'organisme. Et pour toute la lignée cellulaire qui dérive du mutant, évidemment, et qui va former un sous-clone bien particulier. Donc ça, c'était pour comprendre la stabilité génétique, l'évolution clonale, voir que les choses ne sont pas parfaites à travers ces mutations et à travers le fait que, à partir des mutations, on a bien une mosaïque de clones qui vont se former. Tout à l'heure, on avait parlé de brassage. Alors, de brassage au cours de la méiose, brassage au cours de la prophase 1 de la méiose et au cours de la prophase de l'anaphase 1 de la méiose, mais aussi au cours de la fécondation. Donc fécondation, brassage intrachromosomique, brassage interchromosomique. Donc ce brassage des génomes, il est assuré grâce à la reproduction sexuée. On a bien 2 génomes haploïdes qui vont être réunis lors de la fécondation. On a bien donc à partir de 2 lots, de 2 gamètes haploïdes, on a bien une réunion de lots de chromosomes homologues, en fait, qui vont faire que, par exemple, dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Mais dans le gamète mâle, il y a 23 chromosomes, dans le gamète femelle, il y a 23 chromosomes. La réunion des deux, vous avez bien compris que ça donne une cellule œuf. C'est bien une fécondation qui correspond à la fusion des 2 gamètes et qui apporte chacun leur lot, leur lot haploïde, c'est-à-dire N chromosomes. Bon. Et la cellule œuf est donc bien une cellule diploïde. Donc ces 2 génomes qui vont participer à la fécondation sont bien d'origine indépendante et apportent chacun un allèle de chaque gène. Donc ça veut dire que des paires d'allèles vont être constituées et certains allèles vont être à l'état de double identique, en fait, petit a, donc à l'état homozygote, au sein d'une paire de chromosomes homologues. Et si on a grand A, on a également à l'état homozygote, avec un gène dominant, récessif, mais quelquefois la réunion donne grand A, petit a. Ça veut dire un individu hétérozygote. Donc si les 2 allèles sont différents, on a bien ce que l'on appelle l'hétérozygosie pour le gène considéré. Si les 2 allèles sont identiques, on est bien à l'état d'homozygosie pour le gène considéré. Donc dans une cellule diploïde, il y a donc 2 allèles pour chaque gène, toujours. Si le phénotype résulte de l'expression d'un seul des 2 allèles, on parle de dominance. Si par exemple grand A l'emporte, relativement à l'expression, quand on dit l'emporte en fait, il faut considérer l'expression d'un allèle, c'est-à-dire l'expression c'est quoi? C'est ce qui va permettre la formation d'une protéine.
en fait, c'est-à-dire du phénotype moléculaire, selon les mécanismes que vous connaissez, qui sont, voilà, on a une réplication du matériel d'abord, ensuite il y a transcription, alors maturation des ARN messagers, etc., des pré-ARN messagers, traduction dans le cytoplasme, et puis on obtient bien une protéine. Alors, donc ça veut dire que on peut parler de dominance si un allèle s'exprime par rapport à un autre, et on peut dire également qu'au contraire, le phénotype alternatif nécessite que les deux allèles soient identiques pour être exprimés, c'est-à-dire qu'un allèle doit être à l'état de double récessif, petit a, pour s'exprimer. Si on a petit a, grand A, le petit a ne s'exprime pas. C'est que le grand A qui est dominant. Parce que la protéine sera dominante dans son action. Si c'est une protéine enzymatique, eh bien, si vous avez un substrat à transformer en un produit, cette enzyme va permettre la transformation, donc la catalyse enzymatique, au niveau du site actif, qui est un site à la fois de fixation et un site de transformation, un site d'action en fait. Et la protéine résultant de l'allèle petit a peut très bien ne pas être fonctionnelle, donc ne pas pouvoir transformer un substrat en un produit que peut faire l'enzyme résultant de l'expression de grand A. Alors si les deux allèles s'expriment, eh bien ça veut dire qu'on a une codominance. Puisque si petit a et grand A, qui donnent tous deux des protéines différentes, mais qui vont se ressembler peut-être un peu, puisque donc ces allèles dérivent quand même du même gène, et au cours de l'évolution, il y a une ressemblance qui est plus ou moins grande. Donc ça veut dire que ces deux vont pouvoir s'exprimer. Si on prend l'exemple de la couleur d'une fleur qui est rouge foncé et l'autre qui est blanche, admettons, eh bien la codominance va faire que ce pigment, qui sera formé grâce à l'action de certaines protéines enzymatiques, peut-être, ça dépend, eh bien on va avoir des individus qui auront des couleurs roses, admettons. Donc on aura des individus blancs, donc des fleurs blanches, des fleurs rouges et des fleurs roses. Et là, on parlera bien à ce moment-là, concernant l'expression de ces allèles, de codominance. Donc voilà, toujours dans ce brassage des génomes assuré par la reproduction sexuée, nous venons de voir qu'il y a une réunion de deux génomes haploïdes au cours de la fécondation. Maintenant, il faut parler également de brassage génétique qui résulte de la méiose. Alors la méiose, est réalisée dans les organes sexuels, testicules, ovaires, et puis à partir de cellules mères, de cellules initiales, qui sont diploïdes, on va obtenir des gamètes. Donc ça veut dire que cette méiose, en fait, si par exemple vous prenez un couple de chromosomes homologues, vous prenez deux chromosomes homologues, ces chromosomes, au cours de la méiose, se séparent au cours de l'anaphase 1. Bon, c'est une parenthèse. Et ensuite, il y aura des mitoses qui vont faire que les chromatides qui ont été doublées avant vont se séparer elles-mêmes et donner ainsi, suite à la méiose, 4 gamètes haploïdes, donc qui contiennent bien que la moitié des lots de chromosomes. Donc la méiose, elle permet d'obtenir des cellules haploïdes à partir d'une cellule qui est diploïde. Au cours de la première division, parce qu'on a deux divisions, on a une division réductionnelle, puis une division équationnelle. Division réductionnelle parce qu'on réduit le nombre de chromosomes par cellule, et équationnelle ensuite parce que une fois que ces cellules qui possèdent un seul lot de chromosomes, mais avec deux chromatides chacune, eh bien après on aura une division équationnelle. Ça veut dire qu'on a juste à séparer les chromatides de chaque chromosome homologue qui a déjà été séparé auparavant. Donc les chromosomes homologues vont se séparer l'un de l'autre en anaphase 1 de manière indépendante pour chacune des paires, et cette séparation va se faire de manière un petit peu aléatoire. Bon. En fin de méiose, on a bien 4 cellules qui vont être produites, donc chaque cellule produite va recevoir avec la même probabilité l'un ou l'autre des chromosomes de chaque paire. Donc si vous avez un chromosome ici, eh bien ce chromosome-là va être séparé de celui-ci.
Mais si vous prenez 2 paires de chromosomes, là on a une paire de chromosomes. Mais si vous en prenez 2 paires, vous imaginez, il y a 4 mains. Bon, 4 mains, mais une paire de chromosomes et puis une autre paire de chromosomes plus grands, admettons. Eh bien, on va avoir une séparation qui se fera de manière aléatoire. Donc en fin de méiose, on a bien une répartition avec une probabilité équivalente de l'un ou l'autre des chromosomes de chaque paire. Donc on parle bien de brassage interchromosomique. Ça veut dire que ce ne sont pas des mécanismes qui se font à l'intérieur d'un chromosome. Ou comme nous allons le voir après, les crossing over qui sont des échanges de matériel au sein de chromosomes homologues. Eh bien là non. C'est simplement une répartition un petit peu aléatoire, comme si on prenait, on jetait, pas jetait, mais on répartit les chromosomes, les paires de chromosomes. Alors vous imaginez, quand il y a 23 paires de chromosomes, la répartition se fait de manière aléatoire. Ça veut dire qu'on va avoir une grande diversité possible de gamètes, en fait. Et donc d'individus ensuite, lorsqu'il y aura une fécondation. Donc le nombre de combinaisons chromosomiques est différent, évidemment, et il est possible d'obtenir par ce mécanisme de séparation, donc interchromosomique, voilà, donc un nombre de chromosomes qui est très très important. Par exemple, pour n paires de chromosomes, une personne peut former 2 puissance n gamètes qui seront différents du fait de leur assortiment de chromosomes qui est d'une complexité incroyable. Donc la méiose, elle va modifier également la répartition des allèles sur les chromosomes. Par exemple, au cours de la prophase 1, prophase de la première division cellulaire, eh bien, ça veut dire que les chromosomes homologues qui vont former des espèces de chiasmas, en fait, qui vont être accolés, étroitement accolés, eh bien, ce mécanisme de formation des chiasmas par rapprochement, en fait, va permettre aux chromatines d'entrer en contact très, très intime, en fait, et des chromatines vont pouvoir s'échanger, donc se casser, se reformer sur l'autre brin, en fait, et ces crossing over sont absolument aléatoires, et la localisation, eh bien, on ne peut pas c'est de manière aléatoire, donc on ne peut pas prévoir à l'avance comment se feront ces mécanismes d'échange de matériel entre chromosomes homologues. Et là, on parle bien de chromosomes de brassage intrachromosomique. Ce n'est absolument pas une anomalie, ça fait partie des mécanismes normaux, en fait, et qui se produisent fréquemment et vont contribuer d'une manière très importante à faire qu'il va y avoir un brassage, donc une diversité due à ces brassages intrachromosomiques. Donc là, on voit bien que la méiose est à l'origine d'un double brassage génétique, le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique. Donc pour chaque gène à l'état homozygote, eh bien chaque cellule qui sera issue de la méiose va recevoir au hasard un seul des allèles présents. Donc les combinaisons d'allèles peuvent être obtenues et donc avec ce que l'on obtient est d'autant plus important, le mécanisme est d'autant plus j'allais dire vertigineusement engagé grâce à ce brassage que on peut obtenir de très nombreuses séquences. Le nombre de gènes à l'état hétérozygote est très élevé. Et bien si ce nombre est très élevé, eh bien ça veut dire que la diversité est encore plus élevée. Bon. Donc si on envisage le cas de 2 paires d'allèles, par exemple, 2 situations sont possibles. Soit les gènes sont indépendants, soit les gènes ne sont pas indépendants. Alors là, on parle en termes de probabilité. Alors si par exemple les gènes sont indépendants, c'est-à-dire s'ils sont localisés sur des chromosomes différents. Alors dans ce cas, on peut avoir 4 combinaisons possibles, et ces combinaisons vont être équiprobables. Ça veut dire que si par exemple on prend, imaginons on a grand A, grand B, petit b. Ou bien grand A, petit b et petit a, grand B. Eh bien, on a 4 combinaisons équiprobables qui peuvent être grand A, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b ou petit a, grand B. Donc là, on voit bien que si les gènes sont indépendants,
donc localisés sur des chromosomes différents, eh bien on a 4 combinaisons équiprobables. Ça c'est important à comprendre, évidemment. Si au contraire les gènes sont liés, c'est-à-dire s'ils sont localisés sur la même paire de chromosomes, donc ça veut dire si par exemple vous avez un chromosome et on a petit a grand A ou petit a voilà, bon et bien à ce moment-là petit a grand B, admettons, on peut avoir grand A petit b, etc. On a plusieurs combinaisons possibles. En théorie, ça devrait être équiprobable, mais on constate que ce n'est pas le cas. On a, à cause des crossing over ou grâce au crossing over entre locus de deux gènes, on a des combinaisons qui seront minoritaires et des combinaisons qui seront majoritaires. Pourquoi ? Eh bien, si vous avez des gènes liés, c'est-à-dire s'ils sont localisés sur une même paire de chromosomes, eh bien ça veut dire que le brassage intrachromosomique va modifier la distribution des allèles qui seront portés par les chromosomes homologues, avant que ceux-ci ne soient répartis au hasard au cours du brassage interchromosomique. Donc ça veut dire qu'on a l'interchromosomique au cours de la prophase, au cours de l'anaphase 1, mais on a l'intrachromosomique en fait au cours de la prophase 1. Donc interchromosomique, brassage interchromosomique au cours de l'anaphase 1, mais brassage intrachromosomique au cours de la prophase 1. Donc, ces gènes liés sont localisés sur une même paire de chromosomes, et bien le brassage intrachromosomique, comme je vous ai dit, va modifier la distribution des allèles qui sont portés par les chromosomes homologues avant que ceux-ci ne soient répartis de manière aléatoire au cours du brassage interchromosomique qui a lieu au cours de l'anaphase numéro 2. Alors, il est possible que la recombinaison intrachromosomique ne se produise pas entre les locus des deux gènes étudiés. Les deux allèles situés sur un même chromosome vont être hérités en même temps. Si la recombinaison se produit entre les locus des deux gènes, eh bien cela va créer de nouvelles combinaisons d'allèles et la probabilité dans ce second cas est variable et ça dépend si les gènes, si les allèles sont rapprochés ou éloignés. Plus ils sont rapprochés, et moins les crossing over entre ces deux gènes vont être possibles. Plus ils sont éloignés, et plus c'est possible, en fait. Donc si la recombinaison va se produire entre les locus des deux gènes, eh bien cela va créer de nouvelles combinaisons d'allèles. Et la probabilité dans ce cas est variable et d'autant plus faible que le locus des gènes étudiés sont proches sur le chromosome. On va obtenir 4 combinaisons d'allèles qui ne seront pas équiprobables. On va obtenir des combinaisons parentales et des combinaisons recombinées. Donc ça veut dire que les phénotypes recombinés, eux, sont minoritaires et les phénotypes parentaux, eux, sont majoritaires. Et lorsque l'on va faire une analyse génétique, eh bien, on verra bien qu'il y a une différence entre les parentaux et les recombinés. Donc pas de crossing over entre les locus des deux gènes. À ce moment-là, on va avoir deux combinaisons majoritaires qui sont équiprobables entre elles. Par exemple, si vous avez grand A, grand B, petit a, grand B, petit a, petit b, eh bien on obtiendra grand A, grand B et petit a, petit b. Donc on aura bien deux combinaisons majoritaires. Parce qu'il n'y a pas de crossing over entre les locus des deux gènes. Et si par exemple on a un crossing over entre les locus des deux gènes, donc sur d'autres chromatides évidemment, si par exemple on a grand A, petit b et petit a, grand B, eh bien on peut très bien avoir en plus grand A, petit b et petit a, grand B. Donc à ce moment-là, on a bien deux combinaisons minoritaires équiprobables entre elles. Donc, vous voyez la différence entre le brassage génétique lorsque les chromosomes sont indépendants et lorsque les chromosomes sont liés entre eux, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes. Soit on obtient 4 combinaisons équiprobables si les gènes sont indépendants, soit on obtient 4 combinaisons mais qui ne sont pas équiprobables si les gènes sont liés. Parce qu'il y aura bien, en fait, des crossing over qui peuvent avoir lieu entre des chromatides qui sont pratiquement identiques en fin de compte. Donc il y a simplement des échanges de matériel qui se font au cours de la prophase.
Bon. Maintenant, donc ça c'était pour le brassage génétique. Hein, vous avez bien compris que ce brassage génétique permet de comprendre l'origine du génotype des individus. Le génotype des individus est évidemment très spécifique de l'individu. Bon. Maintenant, on avait dit quels sont les principes de base de l'analyse génétique qui vont permettre de comprendre finalement l'origine génétique des individus. Eh bien, on peut réaliser des croisements et puis essayer à travers ces croisements de faire une analyse très fine pour interpréter ces résultats. Alors, en général, les analyses sont plutôt statistiques, donc on a une analyse statistique de résultats de croisements d'individus qui ne vont différer que par quelques caractères, et donc ce qui permet de comprendre que le brassage génétique réalisé par la méiose et la fécondation sont à l'origine des descendants. Ces études vont reposer sur des croisements qui vont se faire d'abord entre lignées pures, c'est-à-dire entre lignées qui sont homozygotes. On obtiendra, comme je vous avais dit, une première génération que l'on appellera F1. Et si par hasard, on peut, à partir de ces F1, faire à nouveau un croisement test, à partir d'un individu hétérozygote et d'un individu double homozygote et récessif, ou bien on peut obtenir également une génération F2 en croisant les F1 entre elles, donc les individus hétérozygotes entre elles. Donc ces études, eh bien, elles reposent sur des croisements de départ initial en fait entre lignées pures qui sont homozygotes. Bon. Ces lignées parentales sont obtenues en laboratoire à l'issue de longues séries de croisements que nous n'allons pas détailler ici. Donc certains individus issus de ces croisements vont constituer une première génération que l'on appelle F1, et les parents sont homozygotes et ses descendants sont nécessairement et obligatoirement hétérozygotes, puisque si on a petit a, grand A, les gamètes ici ne seront que petit a, les gamètes que grand A, et la fécondation donne bien une paire de chromosomes homologues, grand A, petit a. On est bien dans un cas hétérozygote. Alors, donc ces individus sont bien hétérozygotes pour les gènes étudiés, évidemment. Et l'observation de leur phénotype permet de déterminer la dominance ou la récessivité des allèles présents. Et on peut poursuivre l'étude en faisant ce que l'on appelle des croisements tests. Ça veut dire qu'un individu hétérozygote, donc extrait de la génération F1, va être croisé à son tour par un individu qui sera porteur d'allèles récessifs à l'état homozygote. Donc ce dernier, c'est-à-dire homozygote, donc petit a, va ne produire que des gamètes petit a. Et donc, on n'a que des gamètes petit a. Mais dans l'hétérozygote F1, en fait, on aura, puisqu'il est hétérozygote, on aura petit a et grand A. Donc on aura 50% de gamètes grand A et 50% de gamètes petit a. Et en fin de compte, si on regarde les résultats, on aura petit a avec grand A, petit a, et on aura bien 50% de grand A, 50% de petit a. En théorie, puisque à ce moment-là, les phénotypes qui s'expriment ne dépendent que de l'individu F1 qui est hétérozygote, puisque les deux autres sont homozygotes, automatiquement. Voilà. Bon, donc ce dernier, donc à ce moment-là, donc on va voir, dans le cas où les deux gènes sont impliqués, on va voir si les deux gènes sont indépendants, eh bien la descendance contiendra autant d'individus de phénotypes parentaux. Donc ça veut dire qu'ils seront phénotypiquement semblables à leurs parents. Et par exemple, si on a des recombinés, par contre, donc ce sont des individus qui vont posséder un caractère de chacun de leurs parents. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cas où deux gènes sont impliqués, si les deux gènes sont indépendants, je répète, la descendance contiendra autant d'individus à phénotypes parentaux, donc phénotypiquement semblables à leurs parents, que recombinés. Donc ça veut dire, recombinés, ça veut dire qu'ils possèdent un caractère de chacun de leurs parents. Pourquoi ? Parce que
seul le brassage interchromosomique aura été impliqué dans l'obtention des gamètes de la F1. Si par contre les deux gènes sont liés, ça veut dire que là on imagine qu'il va y avoir des crossing over. Voilà, on fait la fécondation, on rapproche les individus, et les phénotypes parentaux vont être en nombre plus important que les phénotypes recombinés. Donc ça veut dire qu'on peut raisonner sur une seule paire de chromosomes homologues ou sur plusieurs paires. On peut raisonner sur un gène, un allèle, ou sur plusieurs, en fait, sur 2, 3, 4, etc. Mais après, pour raisonner, les choses se compliquent. Donc si les deux gènes sont liés, à ce moment-là, les phénotypes parentaux seront en nombre plus important que les phénotypes recombinés. Donc ces derniers, recombinés, sont alors le fruit du brassage intrachromosomique, donc qui sont dus à des crossing over, et leur proportion va dépendre de la distance entre les deux gènes, entre les deux allèles, entre les deux gènes. Ce sont pas les... On a deux gènes, ce ne sont pas deux allèles, attention, hein. Ce sont deux gènes différents. Donc vous prenez un chromosome, vous mettez un gène ici, un gène ici. Et sur le deuxième chromosome, un gène ici, un gène ici. Et là, on aurait les deux allèles de part et d'autre, en haut et en bas. Par exemple, on pourrait avoir petit a, grand A, et petit b, grand B. Là, on est dans l'état double hétérozygote. Si on avait petit a, on aurait homozygote pour ce gène-là, hétérozygote pour l'autre si on a petit a, grand A. Mais si on a petit a, grand B, alors peut-être que je me suis trompé tout à l'heure, grand B, on serait à l'état de lignée pure, donc homozygote. Mais si on a grand A, alors petit a, grand A, petit b, grand B, on est à l'état de double hétérozygote. Bon, bref. Donc je répète que si les deux gènes sont liés, les phénotypes parentaux seront en nombre plus important que les phénotypes recombinés. Ça veut dire que ces derniers sont le fruit du brassage intrachromosomique issu des crossing over, et dont le nombre et l'importance va dépendre évidemment de la distance entre les gènes. Donc le cas de gènes situés sur les chromosomes sexuels est un petit peu particulier. Il y a une logique particulière parce que chez de nombreuses espèces, on a une expression de certains gènes qui dépend en fait des chromosomes sexuels. Donc ça veut dire que chez de nombreuses espèces, en fait, les femelles possèdent deux chromosomes homologues, en général c'est comme ça, et donc deux allèles pour chaque gène. Les mâles qui ont deux chromosomes sexuels différents possèdent certains allèles qui ne sont pas présents ou qui ne sont présents qu'en un seul exemplaire. Donc ça veut dire que là c'est un cas un petit peu particulier. Et lorsque l'on mène une analyse génétique dans l'espèce humaine, on réfléchit à toutes ces mutations qui peuvent avoir lieu, ces histoires de dominance, récessivité qui peuvent conduire à des maladies plus ou moins importantes. Et en général, quand un couple demande une analyse génétique, c'est parce qu'il peut y avoir dans la famille, par exemple, certaines mutations qui ont eu lieu et qui ont fait qu'on peut très bien avoir, entre guillemets, une tare génétique. Ça peut être quelque chose de bien aussi, hein, mais en général, l'analyse génétique au niveau d'un couple se fait parce que il y a une crainte par rapport à quelque chose. Donc chez l'homme, le faible nombre de descendants par couple interdit toute analyse statistique, c'est absolument interdit. Mais l'analyse d'un arbre généalogique va pouvoir permettre d'apporter certaines informations. Alors, deux cas, donc si le caractère sexuel apparaît chez un enfant alors qu'il est absent chez les parents, ça veut dire que l'allèle est récessif. Ça veut dire que les parents sont porteurs, mais cet allèle s'exprime uniquement s'il est à l'état de double récessif. Donc l'allèle responsable, il est bien récessif, et tandis que s'il est présent dans toutes les générations, à ce moment-là, ça veut dire que l'allèle est dominant. Ça veut dire qu'il s'exprime. Lorsqu'il est à l'état de hétérozygote, admettons grand A, petit a, si grand A s'exprime à chaque fois, ça veut dire que chaque fois qu'on aura grand A, il y aura une expression. Si c'est petit a, si grand A ne représente pas une tare spéciale, une mutation défavorable, mais juste petit a, c'est si par exemple vous avez grand A, petit a, avec la mère grand A,
petit a, on fait les combinaisons correspondant aux gamètes. On a des gamètes qui seront petit a, d'autres qui seront grand A, etc. Et pour qu'il y ait la tare qui s'exprime petit a, il faut que la cellule œuf résultant, il faut qu'il y ait une cellule œuf résultant, dont le génome possède les deux petits a. Bon, bref. Donc ça veut dire que il faut également considérer la probabilité d'une mutation nouvelle apparue chez l'enfant alors que les parents ne possèdent pas cette mutation. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une double récessivité qui s'exprime à l'état de double récessivité entre guillemets. On peut avoir une dominance qui s'exprime à chaque fois, mais on peut très bien avoir, les parents peuvent très bien ne pas être porteurs d'un allèle défavorable, mais une mutation peut très bien se faire qui peut apparaître chez l'enfant alors que les parents ne possèdent pas cette mutation. Donc là, lorsque l'on fait des arbres généalogiques, il faut bien faire attention et bien avoir en tête cette possibilité. Deuxième point, si le caractère étudié est récessif mais concerne de manière beaucoup plus importante les hommes que les femmes, alors ça veut dire que ce gène est localisé très certainement sur le chromosome X. Donc c'est la mère en fait qui donne ce caractère du fait que l'homme ne possède pas deux X mais un seul X. Bon. Donc il suffit qu'un allèle soit muté pour qu'un homme exprime le phénotype correspondant, alors qu'il faudra la réunion des deux allèles mutés pour que la femme exprime ce caractère. Donc ça veut dire que chez certains hommes, il y a plus souvent un problème. Le pourcentage de tel ou tel problème chez l'homme est plus important chez l'homme que chez la femme, du fait que chez la femme, il faut par exemple dans certains cas une double récessivité qui s'exprime par exemple sur les deux chromosomes X. Donc les scientifiques vont évaluer le risque potentiel qu'un couple peut avoir, nécessitant certaines questions qui font que après va se poser le problème de la procréation médicalement assistée. À travers cette procréation, on a les histoires d'avortement, etc. Bon, après, c'est compliqué. Donc, il y a des progrès dans la génétique moléculaire qui permettent de comprendre que, finalement, lorsqu'un couple a des problèmes qui sont réels, en fait, par rapport à des soucis, par rapport à des craintes en relation avec leur génération, avec leur famille, suite à l'étude par exemple d'un arbre généalogique, ce conseil médical est largement justifié. Et ensuite, les conséquences, c'est, voilà, par exemple, si c'est au cours de si un couple veut un enfant et qu'au final, on sait qu'il va y avoir un problème, tout le problème éthique, toutes ces notions de problèmes éthiques là, vont se mettre en place pour faire que est-ce qu'on prend le risque ou pas d'avoir un enfant lorsqu'il y a très certainement une tare qui peut se révéler, par exemple si on a une chance sur 4 d'avoir par exemple petit a qui va créer un problème, est-ce que le couple va prendre le risque ou pas? Ou alors est-ce qu'on peut sur l'enfant, sur l'embryon, faire déjà en sorte que l'on va connaître ce génotype et faire en sorte que, à l'origine de ce génotype qui serait déficient, peut-être arrêter la grossesse ou pas arrêter la grossesse. Bon, après, c'est un problème légal, de légalité, très cerné par la loi, en fait. Bon. Donc voilà l'origine génétique. L'origine génétique donc des individus, ça repose sur la méiose, la fécondation. Ce sont des phénomènes complémentaires. On a deux types de brassage interchromosomique et intrachromosomique. On a des méthodes d'analyse, d'étude de la transmission des allèles qui permettent de bien comprendre d'où vient ce génotype des individus, quelle est son origine. On a bien parlé de stabilité génétique et d'évolution clonale au départ. On a bien parlé de brassage des génomes à chaque génération. Alors brassage au cours de la fécondation, brassage au cours de la formation des gamètes évidemment, de la formation donc au cours de la méiose, mais aussi brassage au cours de
de mécanismes qui correspondent à un brassage interchromosomique, d'autres qui sont des mécanismes intrachromosomiques. On a bien des principes de base, on a parlé de principes de base et d'analyse génétique à travers des profils de croisement. Bon voilà, hein, globalement, je pense qu'on a à peu près compris les choses. Le cours est terminé. Merci.